Dans la formation intitulée Une vision commune de l'innovation sociale dans l'espace alpin, nous avons fourni une définition partagée et une conception de l'innovation sociale pour le programme ACES. Comme nous l'avons vu, l'innovation sociale est directement liée à une approche sociale de la résolution de problèmes. L'objectif de cette formation est d'identifier les principaux défis et les axes de coopération dans l'espace alpin. Nous analyserons ces défis en utilisant une étude de cas qui aide à illustrer le cadre et à aboutir à des propositions de domaines d'amélioration des politiques publiques. Les Alpes s'étendent sur une superficie de 450 000 km. La région est habitée par environ 70 millions d'habitants, mais près de 40% du territoire est peu densément peuplé. Comme l'indique l'analyse territoriale menée par les organisations partenaires, l'espace alpin abrite une grande variété de contextes économiques, sociaux et environnementaux dans lesquels les partenaires d'ASIS ont développé des initiatives d'innovation sociale très différentes pour répondre aux défis locaux. Les axes proposés en réponse aux défis communs dans l'espace alpin identifient le développement de la résilience communautaire comme étant l'élément le plus important pour pouvoir répondre à ces défis. Ils vont encore plus loin en identifiant les mécanismes de soutien et les outils nécessaires au changement. Les trois axes d'intervention définis sur la base des changements attendus sont le renforcement de communautés locales dans l'espace alpin pour promouvoir l'habitabilité des zones rurales et montagneuses et promouvoir des processus de régénération dans les zones urbaines, la création d'emplois de nouveaux modèles professionnels et des formations professionnelles pour favoriser l'inclusion des populations à risque, et développer des communautés collaboratives pour soutenir les plus âgés et les catégories sociales vulnérables. Le premier défi que nous soulignons pour l'innovation sociale est lié aux inégalités territoriales et au développement local. L'espace alpin est une zone hétérogène qui inclut des espaces ruraux et montagnards difficiles d'accès, mais aussi des zones urbaines très concentrées avec des villes comme Lyon, Turin et Milan. Ces caractéristiques géographiques sont la source d'importantes inégalités territoriales et d'un besoin de promouvoir un développement endogène ainsi que des communautés locales. Tout d'abord, au sein des zones rurales et montagnardes, il est important de maintenir des activités économiques afin de conserver et de créer des emplois, de préserver les activités agricoles cruciales pour le maintien des zones naturelles et, plus généralement, d'empêcher l'exode rural et la dépopulation. Les territoires de l'espace alpin sont particulièrement concernés par les problèmes de migration, notamment via les centres de réception et d'intégration des populations immigrées, mais aussi, sur certains territoires, par l'encouragement au retour des émigrants. Par ailleurs, la concentration urbaine a des effets négatifs tels que les embouteillages et la pollution. Il existe un besoin crucial de villes durables, inclusives et sûres. De nouveaux moyens de se rendre en ville et un nouveau modèle d'habitat doivent être inventés. Intéressons-nous maintenant à l'innovation sociale sous la forme d'une coopérative qui se concentre sur le développement d'activités économiques dans les espaces ruraux. Le premier cas d'étude en France est celui du Grenade. Ensemble, nous essaierons de comprendre comment cette coopérative lyonnaise a initié un processus d'innovation sociale pour s'attaquer au problème de la dépopulation dans les espaces ruraux. Pour faire simple, le Grenade est une coopérative née en 2016 regroupant diverses coopératives alternatives et résilientes pour les soutenir dans leur développement à long terme. Ils ont aussi pour objectif d'aider leurs collègues de la coopérative à développer plus d'initiatives entrepreneuriales de ce type. Moi, j'ai rencontré David quand je m'occupais de l'approvisionnement en bière au Biristan. Il avait envie d'évoluer, de faire agrandir sa brasserie. Et du coup, on a décidé de s'associer et de la monter en scope. Mon expérience au Grenade, elle a commencé en 2013. J'étais en master et j'ai décidé de me reconvertir dans la restauration.
Après plusieurs restaurants assez traditionnels, je me suis dit que c'était pas du tout mon truc, ça me convenait pas. Et là, j'ai découvert un restaurant assez atypique, c'était le Court-Circuit. Mais qu'est-ce que le court-circuit? C'est, comme le Biéristan, un bar dans lequel les employés ont décidé d'unir leurs forces en 2016 pour servir encore plus leurs valeurs à travers leur travail. Parce que le court-circuit et le Biéristan ne ressemblent à aucune autre entreprise. Les deux entreprises, derrière le Grenade, partagent une vision commune des affaires et veulent, par leurs actions, construire une coopérative écologique alternative au système économique actuel. Pour atteindre ces objectifs, chaque coopérative base ses activités sur deux axes principaux. Tout d'abord, le circuit court. Acheter directement aux producteurs lorsque c'est possible. Bio ou au moins de petites fermes traditionnelles pour offrir aux clients des produits de bonne qualité qui sortent de l'ordinaire et ont un impact positif sur la planète. Le second axe est celui de la gestion qui est collective et démocratique. Les employés, propriétaires en sont les acteurs. Nous allons les laisser expliquer ce point. Il y a un autre aspect que les gens ne connaissent pas, c'est le côté autogestion. Beaucoup de gens pensent qu'on est une association alors que nous sommes une entreprise qui appartient à ses salariés. Au bout d'un an d'ancienneté, chaque salarié devient associé à la SCOP. Toutes les décisions sont prises démocratiquement. Le fait d'être plusieurs à réfléchir, ça ressort une certaine créativité. Ça permet de concilier l'intérêt de l'entreprise avec les enjeux écologiques actuels, par exemple. La démocratie au travail, c'est l'horizontalité, c'est une personne égale une voix, c'est en fait d'avoir aucune hiérarchie. Ça paraît fou, mais c'est quelque chose qui marche. On montre que c'est possible de faire fonctionner une boîte écologiquement et humainement. On paie nos salaires, on fait du bénéfice, même si ce n'est pas notre but premier. Et ce bénéfice-là, on décide démocratiquement de comment est-ce qu'on va l'investir. On ne le redistribue pas à des actionnaires. Là, demain, ça va pouvoir nous permettre de refaire le court-circuit à neuf, mais aussi de pouvoir investir dans des futurs projets du Grenade. Le Grenade a été créé en 2016 par tous les salariés du Court-Circuit et du Biéristan, avec l'idée d'aller plus loin que juste gérer notre entreprise ensemble. Mais si l'un d'entre nous a une nouvelle idée, a envie de créer une nouvelle scope, on va mettre toutes les forces en commun et lui trouver les moyens de monter cette nouvelle entreprise. Déjà, on va investir une partie de nos réserves financières dans son projet. Mais au-delà de ça, on va aussi lui permettre d'avoir accès à toute l'expérience de nos entreprises depuis 2007 pour l'épicerie de l'autre côté de la rue à la Guillotière, 2010 pour le court-circuit. Récemment, le Grenade a eu une nouvelle ambition, travailler en zone rurale. Tout a commencé dans des zones urbaines et périurbaines, mais le groupe souhaite maintenant étendre sa portée en sortant de ce contexte. Ces dernières décennies, nous avons vécu dans une atmosphère d'exode rural et il est devenu difficile de maintenir une activité économique dans une zone où à la fois l'offre et la demande se font rares. Ainsi, avec l'attention qu'elle porte aux questions territoriales, le Grenade prévoit de soutenir ceux qui veulent entreprendre dans des zones où cela est souvent difficile. Pour ces projets, il privilégie un modèle d'entreprise collective permettant à un employé d'une des entreprises déjà existantes du Grenade de monter son projet en étroite collaboration avec un habitant de la zone rurale en question. Cela aide à garantir que l'activité future sera ancrée dans la communauté. C'était créé en 2016 par tous les salariés du Court-Circuit et du Biéristan, avec l'idée d'aller plus loin que juste gérer notre entreprise ensemble. Mais si l'un d'entre nous a une nouvelle idée, a envie de créer une nouvelle scope, on va mettre toutes les forces en commun et lui trouver les moyens de monter cette nouvelle entreprise. Déjà, on va investir une partie de nos réserves financières dans son projet. Mais au-delà de ça, on va aussi lui permettre d'avoir accès à toute l'expérience de nos entreprises depuis 2007 pour l'épicerie de l'autre côté de la rue à la Guillotière, 2010 pour le court-circuit. Ça nous a aidé pour, par exemple, monter un business plan, mais aussi pour soulever un réseau d'artisans ou de partenaires financiers. Et c'est ça l'idée du Grenade. Comme nous pouvons le voir, le Grenade a créé un processus d'innovation sociale pour faire face à la dépopulation dans les zones rurales en facilitant l'accès à l'entrepreneuriat dans ces régions isolées où l'activité économique est souvent au point mort. Le spin-off du modèle introduit par le court-circuit et le Biéristan contribue à redévelopper le tissu économique social.
Le Grenade offre un soutien complet aux porteurs de projets en se basant sur l'expérience de chaque coopérative, de leur expertise technique et leur réseau. Ainsi, le Grenade promeut le développement de coopératives autogérées et d'entreprises résilientes qui ont un impact social et écologique positif pour toute la zone rurale. Le second défi abordé grâce à l'innovation sociale est celui du travail et des difficultés liées à l'emploi. Bien sûr, l'espace alpin et l'Union européenne en général sont confrontés à des défaillances en matière de structure comme en matière d'emploi et de conditions de travail. L'objectif est de créer les conditions qui permettent aux populations d'avoir accès à des emplois de qualité tout en promouvant le développement d'entreprises équitables, responsables et durables. Le taux de chômage, plus particulièrement chez les moins de 25 ans, est très élevé, dans l'espace alpin comme dans le reste de l'Union européenne. Plus de 3,3 millions de jeunes, de 15 à 24 ans, étaient sans emploi en 2019 au sein de l'Union européenne. En 2018, plus de 5,5 millions de jeunes n'étaient ni employés ni en formation dans l'Union européenne. On les appelle les NEETs. Dans une tendance connexe, le nombre de travailleurs temporaires en Europe est en augmentation. D'après Eurostat, l'organisme de statistiques européen, au cours des 2 dernières années, sur 5 emplois créés, 4 sont précaires, à durée déterminée et largement sous-payés. Même si les contrats à durée indéterminée restent la norme, les contrats à durée déterminée représentent désormais 87% des recrutements. La part des contrats d'une journée est passée de 8% en 2001 à 30% en 2017. Enfin, malgré le taux de chômage élevé et la haute flexibilité, les entreprises, notamment les PME, ont des difficultés à recruter des personnes possédant des compétences spécifiques. Souvent, leur recrutement n'aboutit pas. Cette pénurie de compétences est le plus gros défi auquel l'économie européenne doit faire face. Elle a un impact direct sur les perspectives d'emploi des travailleurs et des entreprises. Les données sur le contexte européen tirées du tableau de bord numérique de 2016 indiquent que près d'un adulte sur 4 est peu qualifié et ne possède que le niveau le plus bas en mathématiques. 2 sur 5 ne maîtrisent pas assez les nouvelles technologies. Voici une machine électrique en panne. Vous voyez un objet bon à être abandonné. Envie a su voir le contraire. Non pas un déchet, mais un objet qui pourrait devenir utile. Utile pour inventer une consommation utile, créer des emplois utiles et une économie utile. Et c'est comme ça qu'est né ce réseau il y a 30 ans, précurseur de l'économie circulaire. Mais le plus utile serait de vous expliquer comment ça se passe. D'abord, le réseau Envie récupère tout type de déchets d'équipements électriques et électroniques abandonnés par leurs propriétaires pour les réparer dans ses ateliers ou les démonter pour utiliser un morceau de cette machine avec un bout de celle-là et en fabriquer une identique. Et voilà, des produits comme neufs remis en circulation. 90 000 par an, vendus et garantis dans les magasins Envie jusqu'à 50% moins cher que sur le reste du marché. Pour éviter ces 4000 tonnes de machines soi-disant inutiles, place à la consommation utile, c'est-à-dire responsable, en circuit court, plus économique et plus durable. Oui, bon, c'est vrai, tous les appareils ne sont pas réparables. Eh bien, Envie s'occupe aussi de recycler ce qui n'est pas récupérable dans le respect de l'environnement. Le réseau Envie a développé une véritable expertise en matière de collecte et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques. Et puis Envie, c'est aussi une affaire qui roule avec des solutions de transport et de suivi logistique sur mesure. Mais ce n'est pas tout. Pour trier, rénover, vendre, transporter, recycler, il faut des mains, des bras, des pieds, des têtes, des savoir-faire, des qualifications. Bref, des emplois qu'Envie a voulu là encore utiles en créant 2500 emplois localement et surtout en accueillant des salariés en insertion. Soit 2000 hommes et femmes par an qu'Envie forme, qualifie et accompagne sur la route d'un projet professionnel. Une utopie? Un rêve? Une lubie? Non. Envie, c'est un modèle économique pionnier de l'économie sociale et solidaire, leader dans le secteur du réemploi de déchets électriques et qui se développe sur d'autres secteurs. Alors, cette machine électrique en panne, vous avez dit inutile? Envie, nos valeurs redonnent de la valeur. Cela signifie qu'Envie a
bien avant tout le monde, adopté le modèle de l'économie circulaire. Même si la récupération des déchets électriques et le recyclage d'anciens articles en de nouveaux sont vendus au profit de l'association. Ce processus de recyclage est alimenté par l'insertion professionnelle, puisque l'association fonctionne grâce au travail de personnes ayant des difficultés d'insertion sur le marché du travail. Envie ne travaille pas seule. L'association collabore étroitement avec de nombreuses parties prenantes comme des agences d'intérim et d'emploi, des entreprises et d'autres associations. L'intégration sur le lieu de travail est directement intégrée au processus de travail. Les personnes qui n'ont aucune compétence en matière électronique apprennent en pratiquant aux côtés de tuteurs. L'insertion professionnelle aide les travailleurs à devenir les architectes de leur carrière. Pour les aider dans cette entreprise, Envie a développé des procédures et des outils spécialement conçus pour lutter contre l'analphabétisme. Passons maintenant à un autre exemple avec le cas de 10 pour 10 qui lutte contre les difficultés liées à l'emploi. Depuis 2017, l'association 10 pour 10 a misé sur le recrutement de personnes impliquées dans des associations de l'agglomération lyonnaise. Il s'agit d'une initiative inspirante qui vise à réduire le taux de chômage et à accompagner les personnes sur le long terme, peu importe leur âge ou leur niveau d'éducation. Les difficultés liées à l'emploi sont particulièrement aiguës dans le secteur d'intervention de 10 pour 10, un secteur qui comporte des quartiers considérés comme QPV, des quartiers considérés comme prioritaires dans les polices mises en œuvre par les villes, des quartiers situés dans des municipalités périurbaines. Ces quartiers à risque sont les lieux de résidence de populations pauvres, considérées comme fragiles ou vulnérables et touchées, outre la précarité, par des problèmes de santé, de mobilité, de décrochage scolaire ou de délinquance pour les plus jeunes. Les associations soutenues par 10 pour 10 sont aussi fragiles. Les baisses de subventions les obligent à trouver de nouveaux moyens de se développer. Alors que le taux de chômage est élevé, les entreprises locales ont toujours des difficultés à recruter de nouveaux employés et à les fidéliser. 10 pour 10 propose un système de soutien innovant sur mesure pour aider ceux qui sont engagés dans les tissus associatifs lyonnais à accéder à un emploi stable. Cette initiative locale a des bénéfices dans plusieurs domaines. En réduisant le taux de chômage via des campagnes de sensibilisation à l'égalité des chances, à l'inclusion sociale et à l'économie circulaire. En soutenant de nouvelles pratiques de recrutement à travers la promotion de compétences larges et transférables qui répondent aux besoins des organisations. À travers son programme et en travaillant avec des personnes et des organisations sélectionnées, 10 pour 10 dynamise et renforce les tissus socio-économiques du territoire, favorisant ici l'inclusion sociale. L'association propose un programme de soutien personnalisé et partenarial centré sur un facteur essentiel d'inclusion sociale, l'engagement des personnes et des entreprises dans la société civile locale à travers les associations. Grâce à son approche inclusive, 10 pour 10 soutient les nouvelles pratiques de recrutement d'entreprises qui valorisent les compétences comportementales jusqu'alors insuffisamment prises en compte dans le processus de recrutement. Esprit d'équipe, développement personnel, mais aussi respect des règles. Des compétences développées dans des domaines tels que le sport, la culture ou l'aide humanitaire peuvent aussi être transférées au monde de l'entreprise. Par la même occasion, 10 pour 10 soutient des associations dans la création de postes pour les aider à recruter les bénévoles qui possèdent ces compétences comportementales, mais sont sans emploi et manquent de réseau. 10 pour 10 assiste aussi ses clients dans l'élaboration de leur propre plan de carrière, avec l'objectif de les faire recruter via une association. Le bénévole peut ensuite être formé en apprentissage pour développer les compétences techniques répondant aux besoins d'associations dans le processus de professionnalisation. À travers ces initiatives, 10 pour 10 montre l'importance de l'engagement bénévole dans la recherche d'emploi en se concentrant sur la valeur ajoutée du parcours de bénévole. Les compétences comportementales développées peuvent significativement augmenter l'employabilité. En agissant de la sorte, cette initiative innovante espère encourager l'engagement bénévole
et plus généralement contribuer au développement d'une société engagée. L'approche de 10 pour 10 et de ses partenaires peut être décrite comme éthique et inclusive car elle renforce l'accès à long terme à l'emploi, à la fois pour les personnes et les organisations en s'adaptant à chaque situation, à chaque personne et à chaque partenaire qu'elle soutient. Intéressons-nous de plus près à chaque étape du processus. Avant l'embauche, la phase d'inclusion et le rôle de représentant d'emploi. Un représentant d'emploi est une association qui identifie les personnes engagées qui ont des difficultés à accéder à l'emploi. Il s'agit d'une solution pour valoriser l'engagement bénévole. Une fois identifié et accompagné, le bénéficiaire prend son poste, soit via une formation dispensée avec et au sein d'une entreprise, soit en suivant une formation professionnelle auprès d'un organisme. S'il s'agit d'une association, 10 pour 10 l'aura alors également accompagné dans la création de ce poste, qui est souvent le premier de l'organisation. Lors du travail, la phase d'intégration professionnelle avec un ambassadeur et un service client. À l'autre bout de la chaîne, 10 pour 10 garantit la présence d'un ambassadeur de l'intégration dans l'entreprise qui minimise le risque d'échec de l'intégration grâce à une gestion attentive. Cette approche est conçue pour renforcer la capacité d'emploi de l'entreprise, jouer un rôle sur le marché du travail et gérer ses relations avec les personnes qu'elle emploie ou souhaite employer en termes de rémunération, de respect et de développement personnel. Enfin, le processus de 10 pour 10 inclut aussi une dernière phase de suivi pour garantir la stabilité de la personne employée, le service client. L'association rend visite à la nouvelle recrue 2 à 3 fois pendant l'année qui suit le recrutement. Ces mesures rassurent à la fois l'entreprise d'accueil et l'employé en facilitant l'intégration sur le long terme. Entre les deux, il existe un soutien constructif, le principal pilier du programme de soutien. Durant cette phase, 10 pour 10 travaille sur le projet professionnel de la personne recrutée en utilisant des outils spécialisés tels que le CV inversé. Cela aide à démontrer la valeur des compétences comportementales du client, considérant son engagement comme un chemin vers la sociabilité et l'employabilité. Parallèlement, 10 pour 10 travaille sur les compétences transférables en identifiant les perspectives d'emploi et les opportunités sectorielles à l'aide d'un portefeuille de compétences afin d'élargir le champ des offres d'emploi auxquelles les candidats peuvent postuler et de donner aux entreprises la possibilité de rencontrer de nouveaux profils de candidats. Ici, chaque individu peut acquérir les compétences nécessaires à la découverte de sa voie et à l'élaboration de son propre plan de carrière. Le dernier défi crucial pour une stratégie commune sur l'innovation sociale est axé sur les personnes âgées et les groupes vulnérables et sur la mise en place d'un système de soins sociaux. Les populations européennes, et plus particulièrement celles de l'espace alpin, vieillissent. D'après les données publiées par Eurostat en 2017, le nombre de retraités augmente tandis que le nombre de personnes en âge de travailler dans les 28 États membres de l'Union européenne diminue. Ce changement démographique engendrera une augmentation des besoins en termes d'aide et de soins, de plus hauts taux de pauvreté et des difficultés croissantes à fournir de services, même basiques, du côté des administrations publiques. Par ailleurs, en 2017, le taux de pauvreté ou le risque d'exclusion sociale a atteint 23,5% au sein des pays membres de l'Union européenne, soit 112 millions de personnes, 800 000 personnes de plus qu'en 2008. Le nombre de foyers en difficulté a augmenté, incluant les familles comprenant des personnes en situation de handicap et les familles immigrées vivant dans des conditions d'extrême pauvreté. Cela induit une augmentation du nombre de citoyens devenant vulnérables. Devant faire face à ces difficultés, les systèmes de protection sociale ne sont pas parvenus à s'adapter aux nouveaux besoins de la société. Les populations vivant dans des conditions inadaptées doivent supporter des charges toujours plus lourdes lorsqu'elles s'occupent d'enfants, souvent dans des familles décomposées. APF France Handicap
est une organisation française à vocation sociale œuvrant pour la défense et la représentation des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Créée en 1993, APF France Handicap rassemble plus de 100 000 acteurs, des membres, des élus, des employés, des bénévoles et des clients. Les activités d'APF France Handicap sont basées sur deux piliers, une approche inclusive et universelle. Inclusive parce que les bénéficiaires de leurs actions sont associés à toutes les activités de l'association. Universelle parce que toutes leurs actions partent du principe que ce qui est bon pour une personne avec un handicap, quel qu'il soit, est bon pour l'ensemble de la société. Les handicaps ne devraient pas être perçus comme des échecs, mais des moyens et des opportunités d'améliorer l'ensemble de la société. En 2017, APF a créé Développement, une structure dédiée à l'innovation et au développement au profit des personnes en situation de handicap. Elle sert d'incubateur pour les nouveaux business models et les nouveaux produits. APF Développement pilote un projet d'innovation sociale qui illustre ces principes, le manuel du bon design. Le MBD est un guide de meilleures pratiques pour les designers. Il a pour but de les aider à concevoir des objets accessibles à tous, ce qui signifie qu'il prend en compte différentes déficiences auxquelles chacun peut être confronté à un moment de sa vie. Déficiences motrices, visuelles, auditives, cognitives. Une personne déficiente de manière permanente, une personne qui n'a l'usage que d'une main par exemple, rencontre les mêmes difficultés qu'une personne avec une déficience temporaire, par exemple un bras cassé, ou une déficience situationnelle, comme lorsque l'on a un bébé dans les bras. Afin de faciliter la diffusion de ces principes, ce guide est gratuit et en accès libre. Cette approche appelée design inclusif propose une réponse aux défis liés au vieillissement de la population, tout en améliorant l'expérience utilisateur des produits pour tous. Comme nous l'avons vu plus haut dans la définition d'innovation sociale, la manière dont un processus est organisé peut être aussi importante que les résultats. Intéressons-nous au processus qui mène à la création de ce guide. Les bénéficiaires sont consultés pour ce projet. Ils ont déterminé la zone d'expérimentation et travaillé avec les designers pour concevoir ce guide. La cuisine a été choisie pour l'expérience. Ils expliquent. Nous choisissons la cuisine comme première zone d'expérimentation parce qu'il s'agit d'un espace dans lequel les questions du bien-être et de la qualité de vie sont très présentes. Par exemple, à travers la capacité à pouvoir prendre plaisir à cuisiner. Il s'agit aussi d'un espace de socialisation ou inviter des amis et passer du temps avec eux. Le processus a suivi 4 étapes. La première a été d'observer comment les bénéficiaires utilisaient la cuisine, comment ils effectuaient les tâches de la vie quotidienne. La seconde a consisté à organiser des ateliers rassemblant designers et personnes en situation de handicap. Durant la troisième étape, les designers ont produit plusieurs prototypes testés par des personnes en situation réelle. Enfin, la quatrième étape, toujours en cours, vise à développer une proposition commerciale pour les jeunes entreprises manufacturières afin d'étendre le guide à d'autres domaines d'application. Ces différents défis, illustrés par des exemples concrets pertinents, nous aident à définir à la fois les objectifs opérationnels et une stratégie pour l'innovation sociale dans l'espace alpin. La promotion de réseaux alimentaires et alternatifs, de logements sociaux inclusifs et participatifs, mais aussi des solutions numériques pour les services sociaux et les investissements dans l'éducation et la formation, sont tous des objectifs opérationnels récurrents qui représentent des solutions aux défis que nous avons soulignés ici. De plus, comme nous l'avons vu, ces différentes actions opérationnelles peuvent apporter des réponses à de multiples défis. Par exemple, les réseaux d'alimentation territoriaux peuvent contribuer au développement local endogène, à l'émancipation et à l'inclusion des populations vulnérables, ainsi qu'à la santé. C'est pour cela que la stratégie d'innovation sociale d'ASIS s'articule, en particulier pour les autorités publiques, autour de 4 piliers. Permettre, activer et promouvoir les ressources territoriales, par exemple à travers la planification et la conception conjointe de centres communautaires.
avoir intentionnellement des impacts sociaux positifs en développant des partenariats publics-privés. Les autorités publiques peuvent soutenir l'émergence d'un centre de contrôle territorial pour coordonner l'ensemble des acteurs qui peuvent avoir des impacts sociaux positifs. C'est un moyen de simplifier à la fois le soutien et le financement. Impliquer et connecter les parties prenantes, qu'elles soient déjà actives sur un sujet d'innovation sociale ou non, afin de soutenir la création d'initiatives et de réseaux locaux, prêts à déclencher des processus d'innovation sociale. Simplifier l'investissement et investir dans la gouvernance en promouvant l'innovation sociale systémique, par exemple par une réaffectation flexible des budgets en tant qu'outil permettant d'accroître la capacité d'innovation. Une plus grande flexibilité et une plus grande participation en matière de gouvernance doivent être rendues possibles. Maintenant que vous connaissez les bases de l'innovation sociale, si vous souhaitez en apprendre plus sur les initiatives dont nous avons parlé, n'hésitez pas à cliquer sur les liens ci-dessous pour en savoir plus au sujet de leur processus d'innovation sociale. Si vous voulez tester vos connaissances, découvrez le quiz sur l'innovation sociale que nous vous avons préparé. Merci d'avoir participé à notre formation.